Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Hubert Béroche pour la quatrième journée des journées de l'IA. Donc, une petite masterclass avec Hubert qui va nous parler de son tour du monde de l'IA et de tous ses projets, de comment il est venu à découvrir ce monde de l'IA. Du coup, Hubert, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Merci Pierre pour l'invitation. Ça fait super plaisir de pouvoir revenir en tout cas virtuellement à l'EM Lyon. Donc en ce qui me concerne, je suis le fondateur du think tank Urban AI dont je vais vous parler. Ce sera essentiellement le focus de ma présentation aujourd'hui. Je suis également le président de l'association AI for Tomorrow dont on vous a parlé, dont Lucas hier vous a parlé. Et puis voilà, je suis étudiant à l'EM Lyon et à Polytechnique en économie urbaine et politique climatique. Parfait, bah, écoute, je te laisse commencer ta présentation, etc. Si tu as plus de choses à nous apporter, notamment sur Urban AI, si tu veux en parler plus. Carrément. Alors, je vais partager maintenant mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Moi, je vois, c'est bon. Parfait. Ouais, on voit bien. Top. Alors, en gros, aujourd'hui, je vais en effet vous parler de Urban AI et plus particulièrement, je vais aussi vous parler d'un tour du monde que j'ai fait de l'intelligence artificielle. C'est un tour du monde que j'ai fait il y a maintenant 2 ans. Donc, à l'époque, on pouvait encore voyager librement et facilement dans le monde entier. Donc, c'est un projet Urban AI qui a commencé, comme je vous le dis, par un tour du monde de l'intelligence artificielle et plus précisément des IA déployées en ville. Alors, parfois, c'est ce qu'on va appeler, même si en réalité, c'est un peu plus large que ça, le concept de Smart City, c'est-à-dire le concept de ville intelligente. Et l'objectif de ce tour du monde, il était encore plus précis puisque c'était de comprendre comment est-ce qu'on peut utiliser de l'intelligence artificielle pour avoir des villes qui soient durables, c'est-à-dire des villes qui soient économiquement dynamiques, évidemment, mais aussi socialement inclusives et respectueuses de l'environnement. Et donc, pour répondre à cette question, j'ai rencontré plus de 130 acteurs dans le monde entier. Donc, c'était vraiment un panel très diversifié. Il y avait des grandes entreprises comme IBM, Microsoft, Cisco, des startups, parmi lesquelles Elementy, Uber, WeWork, des villes évidemment, et des universités. Il y a 12 villes qui ont été explorées, alors en réalité 14, mais les deux autres ne sont pas très connues. Donc, si on veut vraiment aller sur les grandes villes, c'était Paris, Montréal, Boston, New York, San Francisco, Tokyo, Séoul, Singapour, Dubaï, Amsterdam, Londres et Copenhague. Et donc, l'objectif de ce tour du monde, c'était de comprendre comment l'intelligence artificielle va transformer nos villes. Très rapidement, nos villes et nos vies d'ailleurs. Sur la méthodologie, en gros, j'avais 3 sous-objectifs. Le premier, c'était de comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on entend derrière ce buzzword dont on n'arrête pas de parler? Et à mon avis, vous avez déjà eu ce lourd travail de définition au cours des précédents jours, donc je ne vais pas revenir dessus. Pour répondre à cette question, j'allais rencontrer des experts de l'IA. Donc, ça allait être Joshua Bengio, qui est un des pères du deep learning, donc de l'apprentissage profond, Luc Julia, qui est le co-auteur de Siri, etc., etc. Le deuxième objectif, c'était de comprendre ce qu'on peut faire avec de l'intelligence artificielle en ville. Donc, quel est le champ possible de cette technologie en milieu urbain? Là, j'allais rencontrer des développeurs de solutions, mais également des académiques, des villes et d'autres parties prenantes. Et puis, le dernier enjeu, c'était d'essayer de voir comment est-ce qu'on territorialise une technologie comme l'IA. Autrement dit, comment est-ce qu'une ville, avec toutes ses spécificités, toutes ses particularités, va réussir à faire sienne une technologie et à ne pas être appropriée par cette technologie. On va revenir dessus. Ce qui a été assez étonnant pendant ce tour du monde, c'est qu'en fait, il y a une. Alors, je vous spoil tout de suite la fin de l'histoire. Le projet s'appelait Smart World. Donc, moi, je baignais vraiment dans la mythologie de la Smart City. J'étais extrêmement technophile. J'y allais de manière assez optimiste en essayant de comprendre comment l'IA va presque sauver les villes. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des problèmes qu'on rencontre sont en réalité des problèmes urbains. Les villes, ça représente 75% de nos émissions de CO2. Plus de la moitié de l'humanité vit en zone urbaine. C'est elles qui se concentrent les richesses et les inégalités. Et en fait, je me suis rendu compte, à ma grande surprise, qu'il y a finalement, derrière ce concept de Smart City, derrière cette utilisation des nouvelles technologies, en particulier de l'IA, un échec. Il y a un échec cuisant. Alors, si vous voulez, dans le milieu, entre guillemets, ce qui vraiment a été symptomatique de cet échec, c'est l'abandon de Google d'un de leurs projets de ville intelligente qu'ils avaient à Toronto. Donc, Google a dû abandonner son projet, entre autres parce qu'il rencontrait trop d'opposition citoyenne, c'est-à-dire que les individus, les citoyens s'opposaient à cet usage des technologies. Et puis, on a plein d'autres exemples dans le monde comme ça, à Songdo,
où on a une ville déserte, qui est une ville extrêmement high-tech, hein, mais où les habitants ne vivent pas. La police de Los Angeles qui avait mis en place un logiciel de police prédictive, un peu comme dans Minority Report, qui a dû l'abandonner. Et comme ça, si vous voulez, il y a une succession d'échecs de ce concept de la Smart City et de l'utilisation qu'il y a derrière de l'IA. Et donc, à partir de là, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte assez rapidement. Il y a une sorte de tournant dans mon tour du monde où j'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce que cet usage particulier de nouvelles technologies dont l'IA ne fonctionnait pas et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour y remédier. Et c'est là où je me suis rendu compte déjà d'une chose, c'est qu'en fait, la Smart City, ce concept qu'on vend, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, sur lequel vous allez avoir des cours ou vous en avez déjà eu, c'est un concept qui propose une certaine vision seulement de l'intelligence artificielle. Ce que dit la Smart City, donc le concept de ville intelligente, c'est qu'on doit utiliser les nouvelles technologies pour faire en sorte qu'une ville soit optimisée. Et en fait, derrière, ce qu'on entend par optimiser, c'est l'objectif, c'est que les produits urbains soient délivrés de la meilleure manière possible pour un consommateur urbain. Donc, en fait, on a une vision qui est extrêmement financière et qui est extrêmement technologique puisque la ville est souvent considérée comme un software. C'est-à-dire que ceux qui conçoivent la Smart City, ce sont des ingénieurs, ce n'est pas forcément des urbanistes, ce n'est même pas des urbanistes ou des architectes, et donc ils vont voir la ville comme un software, comme un ordinateur qu'on doit optimiser. Et ça, évidemment, ça ne fonctionne pas parce que la ville, c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe. C'est une rencontre de singularité, c'est une espèce d'agencement ordonné, on ne sait pas comment, de plein de choses chaotiques. Et donc, dès qu'on veut appréhender la ville comme un ordinateur ou simplement comme un marché, eh ben, ça donne ces échecs-là. C'est à partir de là où, à la fin de mon tour du monde, on a essayé avec plusieurs entrepreneurs scientifiques que j'ai rencontrés de poser un paradigme alternatif à celui de la Smart City et on a développé le concept d'IA urbaine. Donc, c'est un concept rapidement en fait, qui a été développé dans un livre blanc qui s'appelle Urban AI et dans un autre cahier de recherche. En gros, ce que dit le concept, c'est plutôt que d'essayer de faire une ville intelligente, une Smart City, essayons de renverser le paradigme et d'urbaniser la technologie. C'est-à-dire de faire en sorte que ce ne soit pas la ville qui devienne smart, qui devienne un peu comme votre smartphone, qui devienne comme un ordinateur, mais que ce soit la technologie qui soit vectrice de propriétés urbaines fondamentales. Pour le moment, on est assez abstrait. Je vais vous donner des exemples, 3 exemples là tout de suite qui vont peut-être vous aider à mieux comprendre en gros ce concept. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'une ville, c'est un ensemble de propriétés urbaines fondamentales. Une ville, c'est quelque chose qui est ouvert. C'est un système qu'on appelle à dire ouvert. C'est un espace qui appartient aux usagers, c'est-à-dire que ce n'est pas un espace privé. Si c'est un espace privé, par définition, vous n'êtes plus dans une ville, vous êtes dans un bâtiment, vous êtes éventuellement dans un quartier privé, mais vous n'êtes plus dans une ville. C'est également un espace de liberté, d'opportunité. Ça, c'est ce qu'aiment à dire les économistes. Hein. C'est là où la rencontre, il y a une rencontre presque parfaite entre l'offre et la demande, mais aussi une rencontre des idées, donc c'est des terres d'entrepreneuriat, etc. Et toutes ces qualités fondamentales, elles peuvent parfois être atrophiées par certains usages technologiques. Concrètement, c'est par exemple quand on va faire des villes de surveillance en utilisant du computer vision, donc de la reconnaissance d'images pour surveiller des individus ou pour surveiller des objets. Là, on n'est absolument plus dans une logique urbaine. Alors, ça, c'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure. Pour vous donner 3 exemples de ce qu'on peut entendre par l'urbanisation de l'intelligence artificielle et qu'est-ce que c'est que ce concept. La première chose, ce que je vous disais, c'est qu'une ville, c'est un espace commun. On pourrait même dire que c'est un commun, en fait. C'est un espace qui est partagé. Et donc, à partir du moment où on veut le privatiser, forcément, ça ne peut plus fonctionner. Ce qu'on a reproché à Google, le projet dont je vous parlais tout à l'heure, c'est de vouloir générer des données urbaines et de ne pas forcément partager ces données urbaines. C'est-à-dire que ces données urbaines, ça allait être des données comportementales, des données environnementales, etc. La donnée urbaine, c'est quelque chose de très particulier parce qu'en fait, il y a beaucoup de parties prenantes autour d'une donnée urbaine. Elles sont souvent générées par des citoyens et les acteurs souvent de la Smart City ne veulent pas partager cette donnée urbaine. Et là, on est dans une logique qui est fondamentalement anti-urbaine, puisque c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le principe même de la ville, c'est que c'est un commun, c'est que c'est quelque chose de partagé. Et donc, à minima, sans aller jusqu'à dire que cette donnée urbaine, il faudrait qu'elle soit un commun, qu'elle soit nécessairement ouverte, parce que ce n'est pas toujours possible pour des raisons financières, il faut au moins qu'elle émane d'un contrat social. C'est-à-dire il faut que la technologie, lorsqu'elle est déployée dans une ville, elle épouse la volonté citoyenne, qu'elle aille dans le sens vraiment de la population, qu'elle soit au service des individus et pas l'inverse. Concrètement, comment on peut faire ça? Il y a un projet que j'aime beaucoup citer parce que je trouve qu'il va vraiment dans ce sens-là. Il s'appelle Go Boston 2030. C'est un projet qui a été mis en place
à Boston par le Bureau de l'innovation citoyenne de la ville de Boston. En fait, ce qu'a fait le Bureau de l'innovation citoyenne de la ville de Boston, c'est qu'ils ont réuni autour de la table toutes les parties prenantes de la ville, enfin, un échantillon des parties prenantes de la ville. Donc, il y avait évidemment les citoyens, il y avait des startups, il y avait des académiques du MIT, de Harvard, l'Université de Boston, il y avait également des grandes entreprises parmi lesquelles BCG. Et donc, tout ce qui fait la complexité d'une ville, ils l'ont mis autour de la table et ils ont dit, maintenant, ensemble, collectivement, on va définir un plan pour la mobilité autonome et augmentée. C'est-à-dire, on va se dire, comment on veut utiliser cette technologie. Donc, il y a eu des sessions délibératives, il y avait quelque chose parfois de presque fonctionnel, mais qui est à l'essence même d'un contrat social. Et ce qui est passionnant, c'est qu'à la fin de ces délibérations et de ce travail vraiment de long terme, qui est une forme de design d'innovation, de design civique, il y a un plan qui est ressorti, qui est le plan donc, de Go Boston 2030, qui donne les aspirations citoyennes, qui est une forme de contrat social qui explique ce que veulent les individus pour la mobilité autonome et la mobilité augmentée. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'en fait, les individus ne veulent pas que la voiture soit de niveau 5 ou de niveau 6. En fait, on parle d'une voiture autonome de niveau 1 à 5 selon son niveau d'autonomie. C'est vraiment une sorte de querelle qu'il y a parmi les ingénieurs. On ne veut pas forcément qu'elle ait certaines spécificités technologiques. Ce qui intéresse les citoyens, c'est que leurs enfants soient en sécurité, c'est qu'il y ait plus d'espace pour les piétons, c'est qu'il y ait moins d'émissions de CO2. Et ça me paraît fondamental parce qu'on est vraiment à la naissance de ce qu'est une ville, c'est-à-dire la matérialisation d'un contrat social. Et ce que nous dit Go Boston 2030, c'est avant de déployer une technologie pour la technologie, essayons de faire en sorte qu'elle serve quelque chose, qu'elle serve un idéal et au mieux que cet idéal émane des citoyens qui habitent cette ville. Et c'est d'autant plus intéressant que quand on déploie de la technologie pour de la technologie, ça donne parfois des absurdités. Il y a un exemple qui est très sympa, en fait, il y a des élus de la ville de Boston qui sont allés au MIT. Les ingénieurs du MIT ont montré une simulation de mobilité autonome, de voiture autonome à un carrefour. Et ils disaient, regardez, c'est génial, avec la mobilité autonome, on n'a plus d'accidents, on n'a plus de congestion, on a pratiquement moins d'émissions de CO2. Les voitures, vous pouvez voir les voitures qui s'effleuraient, qui se vraiment passaient à quelques millimètres les unes des autres, et c'était la virtuosité technique. Et à ce moment-là, en voyant cette simulation, l'un des officiels de la ville de Boston a dit « c'est super, c'est génial. Par contre, où sont les citoyens dans cette simulation? Où sont les individus? Où est-ce qu'elle est la vie là-dedans ?» Et en fait, ce que je veux vous dire, c'est que quand on met de la technologie pour de la technologie, on déshumanise très souvent parce qu'on fait une ville qui est technocentrée au lieu d'être centrée autour de l'être humain. Alors, autre chose, si ça vous intéresse, la charte des données numériques, c'est aussi quelque chose qui a été mis en place par la ville de Montréal. Ils se sont inspirés de la ville de Nantes. Et là, pareil, on est dans cette logique-là d'essayer en tout cas de préserver la vie privée des citoyens. Un deuxième, donc, vous voyez, quand on parle d'urbanisation et de technologie, si vous voulez, quelque chose de fondamental, c'est cette notion de contrat social. Avant de déployer une technologie, il faut s'assurer qu'elle réponde à un idéal territorialisé. Et évidemment, ça va varier. C'est-à-dire qu'à Singapour, vous n'allez pas avoir les mêmes aspirations qu'à Boston et qu'à Bogota. Donc, d'où cet intérêt vraiment de faire un travail assez particulier qui parfois rentre en contradiction avec la logique de scalabilité à l'infini de certains business. Deuxième exemple, c'est celui des capteurs. Ce que j'aimerais vous montrer, c'est qu'en fait, les capteurs, c'est quelque chose de fondamentalement anti-urbain qui, normalement, n'a pas vraiment sa place en ville. En fait, tout ce que vous voyez là sur cette slide, ce sont différents capteurs. Donc, à gauche, vous voyez des caméras de surveillance. À droite, en haut à droite, c'est un capteur de pollution de l'air, je crois. En bas, c'est un beacon, c'est-à-dire un capteur en fait, de données comportementales. En gros, ces beacons-là, on les met dans des magasins, dans des complexes immobiliers. Et souvent, vous regardez votre téléphone, il y a une chance sur deux pour que vous n'ayez pas désactivé votre Bluetooth ou votre Wi-Fi. Et dans ces cas-là, votre position va pouvoir être triangularisée. Ça, c'est des données qui sont extrêmement précieuses parce qu'on peut faire de l'analyse de flux dans un magasin, voir où est-ce que vous allez, où est-ce que vous vous arrêtez, quelles sont les zones les plus fréquentées, etc. Et évidemment, alors ça, c'est le Graal pour toutes les entreprises, c'est votre carte de crédit, où en fait, en analysant vos données d'achat, on sait à peu près toute votre vie. Le meilleur capteur qu'on ait inventé, on n'arrive pas vraiment à faire mieux, c'est vos téléphones. C'est-à-dire que vos téléphones, ils émettent en permanence des données de géolocalisation. Et ces données-là, elles sont extrêmement précieuses parce qu'en utilisant du machine learning ou certaines techniques d'intelligence artificielle, sur ces données-là, on peut avoir plein d'informations sur vous. On peut connaître votre sexe, on peut connaître on peut savoir votre catégorie socio-professionnelle, on peut savoir si vous êtes malade.
Enfin bref, on peut savoir extrêmement de choses sur vous. Le problème avec tous ces capteurs-là, c'est qu'en fait, ils sont invisibles. C'est-à-dire que soit ils sont designés de façon à être invisibles, soit même, vous pouvez littéralement ne pas les voir, vous les oubliez. Hein. Votre smartphone, c'est un capteur qui est invisible. Votre carte de crédit, c'est un capteur qui est invisible. Et ça, c'est extrêmement gênant. C'est extrêmement gênant d'abord parce que ça rappelle en fait ce que Foucault appelait lorsqu'il parlait du panoptique. Vous savez, le panoptique, c'est cette architecture carcérale qui a été conceptualisée en tout cas par Jérémy Bentham à la fin au XIXe siècle et qui consiste à faire en sorte qu'un geôlier voit tous les prisonniers, mais que les prisonniers ne voient pas le geôlier. C'est extrêmement puissant parce qu'en fait, ça permet d'intérioriser la logique de surveillance, c'est-à-dire que vous êtes vu sans savoir ce qu'il vous voit, et donc, dans le doute, vous avez toujours un comportement positif. C'est une forme de régulation. Hannah Arendt reviendra dessus en disant que, en fait, si on va encore plus loin, Dieu, c'est aussi un système de surveillance encore plus abouti. On est dans cette même logique-là, hein, le système de paradis et de l'enfer. Vous êtes vu constamment sans voir ce qu'il vous voit et donc vous intériorisez la norme. Et on est exactement dans cette logique-là avec ces capteurs-là. C'est-à-dire que ces capteurs, ils vous voient, ils savent plein d'informations sur vous. Et non seulement vous ne savez pas ce qu'ils vous voient, mais la plupart du temps, vous n'avez absolument pas conscience de tout ce qu'on sait sur vous. Donc, premier problème, on est dans une relation de surveillance, c'est-à-dire que c'est une forme de violence qui se crée, qui est vraiment très anti-urbaine. Hein. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la ville, c'est un système qui est ouvert. Là, on est dans une technologie qui est fermée, opaque. On pourrait presque parler de black box d'un point de vue aussi bien design que algorithmique. Et la deuxième problématique, c'est qu'en fait, toutes ces données-là, toutes ces informations-là, elles vont être utilisées pour optimiser votre comportement. C'est-à-dire que votre mode d'interaction avec la Smart City, c'est votre smartphone. Si vous avez besoin de commander un Uber, si vous avez besoin d'informations sur votre environnement, si vous voulez savoir l'horaire d'un créneau, si vous voulez juste vous diriger dans la ville, vous utilisez constamment votre smartphone. Et ça, encore une fois, c'est pareil, c'est une logique qui est complètement anti-urbaine. Si vous voulez, à Séoul, où le taux de pénétration du smartphone est de 98%, on parle de zombie. C'est un mot valise entre zombie et smartphone, c'est-à-dire que les gens sont constamment sur le téléphone et ça en devient pas seulement triste, mais même dangereux, puisque la ville de Séoul a dû installer des infrastructures lumineuses au sol pour dire aux citoyens « Attention, levez la tête, vous allez traverser une route ». Donc, ça donne ce genre d'absurdité où vous êtes complètement hermétique à votre environnement et des choses comme la flânerie, la découverte, qui sont vraiment le propre de la ville, deviennent impossibles. Pour renverser cette logique-là, toujours dans une volonté d'urbaniser la technologie, nous, ce qu'on propose chez Urban AI, c'est de remplacer les capteurs par des interfaces sensibles. C'est quoi la différence entre un capteur et une interface sensible? C'est que le capteur, c'est un objet qui est opaque, fermé, de surveillance. L'interface sensible, c'est un point de rencontre, par définition, entre le numérique et le citoyen. Ce que va faire l'interface sensible, c'est qu'il va rendre sensible, en sollicitant un ou plusieurs de vos sens, une donnée qui a été récoltée. Donc, par exemple, une donnée comportementale, une donnée, comme on peut le voir, là, on avait travaillé avec plusieurs écoles de design. Là, on voit des bulles d'eau et chacune des bulles d'eau, en fait, représente en temps réel un point de données différent d'une rivière. Donc, vous pouvez voir en temps réel quel est le taux de pollution, quel est le niveau de l'eau, etc. Donc, toutes ces informations qui, normalement, sont collectées, dont le citoyen n'a pas conscience et sont automatiquement redirigées vers des centres d'opération, on les donne on donne accès aux citoyens. Donc, vous voyez, l'idée, c'est on rend concret, on matérialise, on incarne une donnée qui, normalement, était invisible et qui, avant, était dans le registre de la surveillance et qui, maintenant, peut même devenir vecteur de lien social. Ce qui est extrêmement intéressant dans ce travail d'interface sensible, c'est qu'en plus de matérialiser la donnée et donc vraiment de rompre cette logique de surveillance qui existe par définition avec le panoptique, les capteurs dont je vous parlais tout à l'heure, on crée aussi un environnement augmenté. C'est-à-dire que le citoyen a par définition des informations sur son environnement, des informations sur la pollution de l'air, la pollution de l'eau, le nombre de personnes qui fréquentent un endroit, etc. Toute cette richesse qui normalement sont entre les mains de certains acteurs, on les redonne aux citoyens. Et c'est d'autant plus intéressant qu'en économie, on a un postulat qui consiste à dire que quand on donne de l'information aux citoyens, il va par lui-même, un individu, il va par lui-même faire de bons choix pour lui et pour la société, ce qui est globalement assez vrai. Et on peut imaginer que ça éviterait certains problèmes de congestion, que ça permettrait aux citoyens d'avoir peut-être des achats plus responsables, en tout cas d'y contribuer, etc. Troisième enjeu, donc là, on a vu la partie données au début.
avec cette logique de contrat social. Ensuite, on s'est intéressé aux capteurs. Maintenant, on va s'intéresser aux algorithmes. Le problème, si vous voulez, dans la logique de la Smart City, c'est qu'on est uniquement dans une logique de suroptimisation. Évidemment, l'être humain, il n'est pas fait pour être suroptimisé et ça donne parfois des absurdités lorsqu'on veut aller au bout de cette logique-là. Les meilleurs principes, enfin les meilleurs exemples de technologie d'IA suroptimisée, ça va être les réseaux sociaux. Vous savez que sur Facebook, par exemple, Twitter, LinkedIn ou d'autres plateformes comme Amazon, ce qui va se passer, c'est qu'on va analyser certaines de vos données. À partir de ces données-là, on va dresser votre profil et puis on va vous montrer du contenu que vous allez apprécier, que vous êtes susceptible d'acheter. En fait, on commence à comprendre que ça, c'est extrêmement gênant. Certes, financièrement, ça a des avantages, mais socialement et même écologiquement, c'est terrible parce qu'on vous enferme dans une chambre d'écho. Vous êtes complètement enfermé dans vos préférences. Si vous aimez le rap, on va vous montrer que du rap. Si vous aimez un certain film ou si vous allez cliquer sur un certain livre, on va vous montrer que ça. Donc, vous n'avez absolument plus la possibilité d'évoluer. C'est terrible pour des raisons individuelles parce que déjà, vous n'avez plus cette possibilité d'être en devenir, de devenir vous-même. C'est terrible aussi pour des raisons sociales parce que vous n'avez plus la possibilité de percevoir l'altérité. Vous n'avez plus la possibilité de vous confronter à d'autres idées, de voir un peu ce qui se passe autour de vous. Si bien qu'on commence à comprendre maintenant qu'en fait, ça polarise la société. C'est-à-dire qu'à force de vous montrer du contenu qui conforte vos idéologies, vous vous désolidarisez de plus en plus des personnes qui ne pensent pas comme vous. Et la société, si vous voulez, elle commence à être polarisée où on a juste des gens qui restent entre eux parce qu'ils pensent comme eux. Nous, ce qu'on propose, encore une fois, c'est de prendre le contre-pied de cette logique-là, de s'inspirer de la logique urbaine et de créer ce qu'on aime à appeler des algorithmes déviants. Les algorithmes déviants, c'est des algorithmes, par exemple, sur les réseaux sociaux, qui, de manière sporadique, ponctuelle, pas en continu, mais parfois vous montrez un contenu en contradiction avec vous-même. Un contenu qui challenge ce que vous aimez, qui vous êtes et ce en quoi vous croyez. C'est-à-dire que sur Facebook, LinkedIn, on peut imaginer des contenus qui vont un peu vous désarçonner, essayer d'aller à l'encontre de ce que vous pensez pour penser contre vous-même. Et ça, c'est dans une logique qui est éminemment urbaine. Vous savez, c'est comme quand vous flânez dans la ville, ce qui fait la force de la flânerie et de la ville, et c'est pour ça souvent qu'on parle de terre d'opportunité, c'est que vous allez vous laisser aller et rencontrer un nouveau champ des possibles, rencontrer une nouvelle culture, rencontrer de nouvelles personnes, et c'est ça qui vous fait évoluer. Et c'est ça qui fait la richesse sociale, économique d'une ville. Si on prend un exemple un peu plus urbain, vous savez que Google Maps, c'est à peu près la même logique. Alors, ce n'est pas vraiment une chambre d'écho, mais on est dans la même logique d'optimisation. On vous met d'un point A à un point B le chemin le plus rapide. Avant, vous aviez la possibilité d'apprécier votre environnement, de créer votre propre chemin. Là, finalement, vous êtes maintenant restreint à un itinéraire optimisé. En plus, souvent, vous ne faites que regarder votre téléphone, vous ne regardez plus autour de vous. Enfin bref, on vous considère comme une machine. Il y a un think tank qui s'appelle Hérétique qui a développé l'application Dérive pour aller à l'encontre de cette logique-là. Ce que fait Dérive, c'est qu'il vous donne simplement une direction. À vous ensuite de tracer votre chemin. Et je trouve ça génial parce qu'on est vraiment dans cette logique de flânerie, d'exploration. Moi, j'aimais appeler ça aussi un algorithme déviant parce qu'en fait, c'est un algorithme qui est volontairement imparfait là encore. Vous n'allez pas avoir le chemin le plus rapide, vous allez simplement avoir une direction. Et donc là, la technologie, elle reste au service de l'urbanité. C'est-à-dire qu'elle vous aide, elle améliore votre expérience urbaine et en même temps, elle vous laisse apprécier la ville. Donc, vous voyez, là, on a 3 exemples. On pourrait en trouver plein d'autres parce qu'en fait, cette logique d'urbanisation de la technologie, on peut l'appliquer à toutes les technologies, à tous les usages technologiques, à tout ce qui environne la technologie. Les capteurs, on l'a vu, la donnée urbaine, les algorithmes en eux-mêmes, notre certain mode d'interaction avec la technologie, etc. Et nous, ce qu'on fait chez Urban AI, c'est qu'on fait de la recherche expérimentale sur ces enjeux d'urbanisation des technologies, qui sont vraiment des sujets prospectifs assez nouveaux. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'aider les villes, d'aider les êtres humains à s'emparer de la technologie, à se l'approprier et à la mettre au service de l'urbanité et de notre humanité. Et évidemment, il y a aussi une partie écologique. Alors, je vais vous épargner quand même toutes ces slides-là sur une présentation un peu formelle. Peut-être un lien, si ça vous intéresse, on a fait un appel collectif à urbaniser la technologie qui a déjà été signé par plus de 150 signataires du monde entier, de renom. On va avoir parmi les signataires Frédéric Mazella, qui est le CEO de Blablacar, Cédric Villani, Jean Rotner, qui est le président de la région Grand Est, des professeurs du MIT, etc. Et en fait, dans cet appel à urbaniser la technologie, il y a fondamentalement ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'on commence par partir d'un constat qui est l'échec de la Smart City, et dans un second temps, on propose un nouveau paradigme, on propose un nouveau cadre conceptuel qui est celui de l'urbanisation des technologies. C'est un document qui est Creative Commons, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel contexte.
Voilà, on est aujourd'hui on est 80, on est une communauté de 80. La particularité du think tank, c'est qu'on travaille avec des experts, des scientifiques, des entrepreneurs du monde entier qui font partie des meilleurs dans leur domaine. Ils sont basés à Singapour, au MIT, à Harvard, en Italie, à New York, au Portugal, à Lisbonne. Voilà, c'est une communauté qui est très pluridisciplinaire. On a des projets de recherche qui sont assez singuliers, qui vont aller sur cette thématique-là. On a le projet Ville Invisible, dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on a fait avec des écoles de design, qui consistait à prendre le contre-pied de la... On a parlé de Ville Invisible, parce que vous l'aurez compris, justement, l'idée, c'est de rendre visible la donnée, c'est de l'incarner plutôt que de rester dans l'invisible et donc dans la logique de surveillance. C'est aussi un petit clin d'œil à un magnifique livre d'Italo Calvino qui porte le même titre. Et donc, on fait plein de projets de recherche sur ces sujets-là. Voilà, maintenant, je pense que je vais arrêter de parler. Je vais vous donner la parole. Petit point, on recrute en ce moment, on cherche un stagiaire sur des sujets de content management, communication. C'est vraiment un stage très polyvalent qui peut se faire à temps plein ou à part-time et qui est extrêmement stimulant si vous voulez travailler dans le milieu de l'IA et de la Smart City. Voilà. Parfait. Alors, on a une première question, je vais la lire. Est-il possible de faire cohabiter les concepts de Smart City et de vie privée des citoyens et comment s'assurer que les données récoltées soient utilisées à des fins d'optimisation urbaine et non à des fins de surveillance? C'est une très bonne question. Alors, moi, ma conviction personnelle, c'est que le concept de Smart City, c'est un concept qui est essentiellement financier, essentiellement économique, voire très technologique, mais qui s'enquiert très peu en réalité de la vie des citoyens. Hein, le but, c'est on est dans une logique très mécaniste, c'est-à-dire qu'on va récolter de la donnée. On n'est pas du tout on ne s'enquiert pas de savoir si vous êtes consentant ou pas. On récolte de la donnée pour vous optimiser, maximiser votre expérience utilisateur, hein, parce qu'ils reprennent un peu le jargon comme ça des startups. Et donc, finalement, c'est ce que j'ai essayé de vous dire. Derrière la Smart City, il y a assez peu de considérations citoyennes. Il y a encore moins de considérations sociales et écologiques. Le but, c'est de faire en sorte que la ville fonctionne comme un software très bien roué, qui puisse maximiser la production de biens et leur consommation. Donc, non, absolument pas. En général, ce n'est pas le cas. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que les problèmes principalement en Amérique du Nord et en Europe, quand les projets de Smart Cities sont abandonnés, c'est justement parce qu'on ne s'enquiert pas, on ne s'enquiert plus de ces enjeux de gouvernance de la donnée. Et donc, c'est pour ça que ce que je vous disais tout à l'heure, à mon sens, c'est important de construire un contrat social autour des usages de la donnée urbaine. Parce que tu parles de vie privée, Antoine, mais en fait, même la vie privée, c'est un concept qui est géographique presque. C'est-à-dire que la vie privée, ce n'est pas la même au Japon qu'en France, qu'aux États-Unis. Donc, ça varie selon les cultures. D'où l'intérêt, plus que de s'enquérir de la vie privée, de l'éthique, vous savez, qui sont des mots un peu valises, pour moi, d'aller sur le terrain et de travailler avec les citoyens pour créer des technologies qui leur correspondent. Et comment s'assurer que les données récoltées soient utilisées à des fins d'optimisation urbaine et non à des fins de surveillance. Pareil, là, c'est de devoir créer des tiers de confiance, de devoir créer des institutions qui vont surveiller d'autres institutions et idéalement qui sont indépendantes. C'est-à-dire que quand Google vous disait, par exemple, moi, ce que je veux, c'est créer une institution, mais qui en même temps dépend de moi, ça ne fonctionne pas. Donc, en fait, c'est là où on voit qu'il y a une forme de maturité qu'on doit avoir sur ces sujets-là, de manière à avoir à minima des garde-fous. Mais avant d'avoir des garde-fous, il faut déjà avoir une vision collective autour de ces sujets-là. Bien, alors on a une deuxième question. Le concept de Smart City et celui de la ville du quart d'heure de Carlos Moreno est-il compatible? Est-ce que c'est deux concepts compatibles? Je vois qu'on a un connaisseur. Alors, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas forcément le concept de vie du quart d'heure, c'est un concept en effet qui a été inventé par Carlos Moreno, donc, qui est directeur scientifique de la chaire ETI de la Sorbonne, qui par ailleurs était l'un des parrains de ce tour du monde et qui aujourd'hui continue d'être dans notre comité scientifique. Ce que dit la vie du quart d'heure, c'est que chaque citoyen doit avoir accès à moins de 15 minutes aux biens urbains et aux services urbains essentiels. C'est-à-dire que vous devez avoir, à moins de 15 minutes de chez vous, vous devez avoir accès à des infrastructures sportives, à votre travail, alors là, ce n'est pas évident, à de quoi vous nourrir, vous loger, vous cultiver, etc. Donc, en fait, ce qu'il y a derrière, c'est une forme d'équité urbaine où chacun a de quoi vivre décemment sans avoir à faire 1 heure pour aller au musée, 1 heure pour aller travailler. Enfin bref, on veut éviter les trajets pendulaires. C'est un concept qui est éminemment social, qui est aussi éminemment écologique, parce que si on veut moins de trajets, on veut plus de local, on veut plus de territorial, et donc on émet moins de CO2.
Et c'est un concept qui a cartonné, qui continue de cartonner, notamment l'année dernière. En fait, Anne Hidalgo s'est fait élire sur ce concept-là. Le Monde a redécouvert son quartier, donc ça a aussi aidé à aller dans le sens du concept de la ville du quart d'heure. Et donc voilà, c'est un concept aujourd'hui qui fait le tour du monde. Donc, pour répondre précisément à ta question, le concept de Smart City et ville du quart d'heure sont-ils compatibles? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut utiliser des nouvelles technologies au service de la vie du quart d'heure. D'ailleurs, c'est ce que font aujourd'hui plusieurs villes. C'est des sujets sur lesquels travaille Carlos Moreno, d'utiliser certaines formes d'intelligence artificielle pour aider les villes à devenir des villes du quart d'heure. Un cas d'usage, par exemple, ça va être d'utiliser de l'analyse sémantique, de l'analyse d'images satellites pour automatiquement regarder si une ville répond aux critères de la ville du quart d'heure. Ou de regarder s'il y a des aspérités, s'il y a des endroits qui sont mal desservis, s'il y a des endroits où, à 15 minutes de chez soi, on n'a pas accès à certains biens fondamentaux. Donc là, tu vois, on a un cas d'usage très précis où on fait de l'analyse pour voir si un territoire répond ou pas au principe de la ville du quart d'heure. On peut aussi utiliser du machine learning pour faire des recommandations. Si ce n'est pas le cas, voilà, on pourrait faire cet urbanisme-là, etc. Et puis, il y a plein d'autres. Donc là, on est sur une partie analytique, mais il y a plein d'autres façons dont on pourrait utiliser l'IA et d'autres technologies au service de la ville du quart d'heure. À nouveau, c'est simplement des outils qu'on a là. Et pourvu qu'on ait assez d'inventivité, qu'on ait assez d'imagination, on peut les mettre au service d'à peu près n'importe quelle vision. Alors, parfois, c'est des visions dystopiques et parfois, c'est des visions un peu plus sympas comme celle de la ville du quart d'heure. Alors moi, j'aurais une question pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, sur l'idée de la ville, c'est cette ouverture et qu'aujourd'hui, avec nos smartphones, on est un peu reclus, etc., et que les données appartiennent à des entreprises privées. Pourtant, on voit qu'il y a certaines entreprises privées, je vais citer Airbnb, je vais citer Waze, et je vais prendre un autre exemple open source, etc., qui partagent leurs données, qui en fait se sont rendus compte que quand même toutes ces données-là, et par exemple, moi en tout cas, je l'avais vu sur le site de Waze, qui vraiment incitait les gens à partager au mieux. Alors, bien évidemment, pour eux, à des fins business. Mais voilà, tu penses quoi de toute cette mouvance open data, que ce soit de la part des grandes entreprises, mais aussi d'initiatives qui sont sur Internet, comme OpenStreetMap, qui ont pour but d'essayer de faire changer tout ça, même si derrière, on sait que les géants du web, notamment sur OpenStreetMap, essayent de faire concurrence à Google Maps ou à d'autres processus. Tu penses quoi de tout ça, justement, vis-à-vis de la Alors, mobilité? c'est hyper intéressant ce que tu dis. Je pense qu'il faut vraiment distinguer le logiciel libre, ouvert, donc OpenStreetMap. Et là, en effet, enfin, tu vois, l'open, que ce soit dans le milieu du digital, de l'innovation, c'est vraiment l'open data, l'open software, enfin, le logiciel libre qui aide à l'innovation. Et tu vois, c'est génial, c'est ça qui nous permet d'avancer. Les grandes entreprises, elles capitalisent essentiellement là-dessus. D'ailleurs, c'est toujours passionnant, je trouve, de voir que finalement, c'est les communs plus que le privé qui nous aident beaucoup à aller de l'avant. Waze et Airbnb, en fait, c'est beaucoup plus nuancé. Tu vois, souvent, les données que vont publier Airbnb et Waze, c'est parce qu'ils y ont été contraints. Donc, tu vois, de Paris, par exemple, la ville de Paris, qui à un moment a dit, bon là, on ne peut plus, quoi, on n'a pas de visibilité, on veut avoir accès à certaines données. Mais spontanément, des acteurs urbains comme Waze, Uber, Airbnb, ils ne vont pas partager leurs données. Et à la limite, on peut éventuellement les comprendre pour des raisons financières, mais eux, ils vont prendre des données, mais ils ne vont pas les partager. Et ça, c'est vraiment, il faut comprendre que c'est un sujet de conflit très fort, cette donnée urbaine qu'on ne partage pas. C'est-à-dire que de base, la donnée urbaine pourrait devenir quelque chose d'ouvert, pourrait devenir un vecteur de collaboration, ce que j'essayais de vous partager avec cette notion de contrat social. Et aujourd'hui, trop souvent, c'est un enjeu de conflit, c'est un enjeu de compétition. Un exemple, tu vois, c'est Uber qui a fait un partenariat avec la ville de Pittsburgh aux États-Unis. La ville de Pittsburgh, pour plein de raisons historiques, a fait confiance à Uber parce qu'ils avaient dans leur nature de faire confiance aux entreprises qui avaient une forme de paternalisme. Et quand Uber est arrivé, ils ont fait leurs expérimentations, ils ont refusé de partager les données. Et il y a eu pareil à Montréal avec un opérateur de mobilité autonome qui a refusé de partager les données. Et les villes, à ce moment-là, se sont senties vraiment pillées. Tu vois, on était au début de ces expérimentations-là. Les villes se sont senties abandonnées, lésées. C'était en quelle année tout ça, pour que tu resitues dans le contexte? Pittsburgh, ça devait être, je crois, 2017. Et Ah oui, l'autre quand même. exemple, voilà, ça reste relativement récent. On commence tout juste à s'approprier ces sujets-là. Mais en fait, bien souvent, comme cette donnée-là, elle a une valeur économique très forte, les entreprises, spontanément, vont refuser de la partager. Et c'est là où les organismes publics doivent faire pression en disant, bah non, ces données-là, vous devez la partager. À minima parce que, comme je vous disais, on est dans une ville et donc on est dans une logique d'ouverture, on est dans une logique d'anti-surveillance. Et c'est des choses qui commencent à se faire sur les sujets de micromobilité. La ville de Paris
la ville de Los Angeles et beaucoup d'autres ont créé des logiciels pour contraindre les opérateurs de micromobilité à partager la donnée. Et c'est quelque chose qui se fait vraiment de plus en plus, mais spontanément, ce n'est pas le cas. Oui, mais avec des groupes, enfin, je pense à Etalab notamment du gouvernement qui essaye de favoriser cette open data. Encore faut-il, c'est toujours la question, est-ce qu'on a les outils à disposition, même si Etalab essaye de faire fonctionner tout ça, et globalement ça marche parce que depuis la loi de 2016 pour une république numérique, les collectivités sont obligées de publier leurs données justement, etc. Encore faut-il les convaincre, et c'est le rôle d'Etalab de faire tout ça, mais qu'est-ce que tu penses de cette volonté gouvernementale, voilà, d'aller vers l'open data? Parce que selon moi, je pense que c'est quelque chose de vertueux, mais je veux bien avoir ton avis sur la question, s'il te plaît. Ben, c'est hyper important et voilà, c'est une loi qui est en effet extrêmement importante. Et je pense qu'il faut quand même une réciprocité. C'est bien que les villes ouvrent leurs données. Maintenant, peut-être que ce serait bien aussi que certaines entreprises ouvrent un peu plus leurs données. Et malheureusement, ce n'est pas forcément le cas. Ce qui est aussi important quand même de comprendre, c'est que l'open data, c'est absolument pas de la transparence technologique, algorithmique ou numérique. L'open data, le commun des mortels, enfin, ceux qui ne savent pas coder, ne vont pas le comprendre. Donc, ça ne vous donne pas de véritables informations sur la ville, ça ne vous donne pas une éthique de la donnée ou quoi que ce soit. Il y a une étape supplémentaire à faire si vraiment vous voulez vous approprier une technologie et la mettre au service des citoyens. C'est ce qu'a fait la ville d'Amsterdam et la ville d'Helsinki. Ils ont créé un registre des IA. Et ce registre des IA, il centralise toutes les IA qui sont utilisées par ces villes. Donc, ça détaille, voilà, on utilise de l'IA pour le tri des déchets, par exemple. Un cas d'usage qui est dans le registre, ça explique quel type d'IA est utilisé, ça explique les risques, les types de données dans un langage pas codé, dans un langage clair. Et là, on a de la vraie ouverture. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est l'open data, c'est bien, particulièrement à l'égard des entreprises. Ça permet de l'innovation, ça permet d'entraîner ces algorithmes, ça permet d'opérer sur des territoires. Donc, c'est important. Mais deux choses. Un, à l'égard des citoyens, il faut faire une étape supplémentaire si vraiment on veut la rendre accessible, cette donnée. Et deux, il faut également une forme de réciprocité, c'est-à-dire que les entreprises, les institutions qui les utilisent devraient également être dans une logique d'ouverture de leurs données. Très bien, bah, je pense que c'est assez clair sur toute la vision qu'on a pu avoir sur la Smart City et sur les données, l'IA liées à la ville. Écoute, à part si tu veux rajouter quelque chose sur ce sujet, moi j'aimerais plus qu'on parle un peu plus de ton parcours, parce que ce qui est vachement intéressant, c'est que donc, nous on est à l'EM Lyon Business School et tu as fait aussi cette école. Et donc je voulais savoir comment tu as eu envie de te lancer dans ce secteur-là et quelles ont été les raisons, alors que généralement on a ce cliché que oh là là, il faut avoir fait une école d'ingénieur pour travailler dans l'IA, etc. On en parlait hier avec Lucas Thierry de AI for Tomorrow. Voilà, pourquoi tu es allé vers ce secteur? Alors moi, l'IA, c'est un sujet qui m'a toujours passionné parce qu'en fait, on touche à la conscience humaine, on touche à l'intelligence, qui est quelque chose de très particulier. Et donc, en fait, l'IA, ça nous en dit beaucoup sur nous, les êtres humains. La forme d'apprentissage, le machine learning, le NLP, tout ça, ça nous oblige à se poser des questions véritablement existentielles. Et les débats éthiques auxquels on se confronte, alors le plus connu, c'est celui de la mobilité autonome. Est-ce que je sacrifie le passager ou est-ce que je sacrifie la personne qui est en face de moi, etc., qui est en fait un dilemme moral assez classique du 19e siècle. Et ça, on peut l'appliquer à plein d'autres sujets. Vous voyez, avec la ville, en fait, ça devient un sujet qui est immensément complexe. Et moi, c'est ce qui m'intéresse sur ces sujets d'IA, c'est tout ce que ça ouvre, tout ce que ça met en perspective. Et pour rebondir sur ce que tu dis, en effet, l'IA, il faut, mais enfin, toute la société doit s'en emparer de ce sujet. Donc, certes, c'est des ingénieurs qui font des algorithmes, mais ça, j'ai presque envie de te dire, tu sais, il y a un auteur qui a écrit un livre qui s'appelle Atlas of AI, qui considère l'IA comme un atlas. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit avoir en tête. L'IA, ce n'est pas une technologie, c'est un atlas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent autour, il y a de l'énergie qui est consommée, il y a des infrastructures autour de ça. Et donc, forcément, quand on prend conscience de ça, on comprend qu'il faut des business développeurs, on comprend qu'il faut des chercheurs en sciences sociales, on comprend qu'il faut des politiciens, que voilà, c'est un sujet dont tout le monde doit s'emparer et pas, surtout pas, que les ingénieurs, même si les ingénieurs font absolument, évidemment, un super travail. Donc, tu dirais quoi à un néophyte ou à quelqu'un qui n'ose pas se lancer parce que ça lui fait peur d'entreprendre en IA ou il considère que comme il n'a pas fait une licence de maths, il ne peut pas aller là-dedans? Tu donnerais quoi comme conseil pour dire aux gens, bah, si lancez-vous, il y a besoin de linguistes, il y a besoin de business développeurs, il y a besoin de tout le monde, donc n'ayez pas peur. Bah, exactement ça, tu vois, c'est qu'en fait, il y en a pour tout le monde. Donc déjà, si l'IA vous intéresse, ça c'est la première chose, allez-y. Et puis essayez de comprendre ce qui vous intéresse dans l'IA. Est-ce que vous avez envie de coder?
auquel cas, vous pouvez apprendre à coder en quelques mois, vous faites une formation au wagon, ou même le M Lyon a des livres, des cours, enfin voilà, ça rend ça très accessible. Donc, allez-y, lancez-vous, n'ayez pas peur d'apprendre à coder. Et si vous n'avez pas envie de coder, il y a plein d'autres choses qui feront votre bonheur. Tu l'as dit très bien, ça peut être linguiste, ça peut être des études sociales. Il y a des think tanks comme le nôtre qui font de la recherche sociale, économique, expérimentale sur ces sujets-là. Donc, vraiment, n'ayez surtout pas peur, quoi. Et j'ai surtout aussi envie de dire, alors, bon, malheureusement, c'est un homme qui le dit, mais j'ai envie de dire aussi aux femmes, n'ayez surtout pas peur d'y aller, parce que malheureusement, c'est un milieu qui est surreprésenté, le numérique en général, par les hommes. Et donc, foncièrement, fatalement, pardon, ça va créer parfois des biais. Et donc, on va avoir des solutions qui vont être faites souvent par des hommes, malheureusement, pour des hommes, souvent par des hommes blancs, pour des hommes blancs. Et donc, voilà, si on veut de la diversité, le meilleur moyen d'y arriver, c'est encore d'embarquer vraiment toute la société, des femmes, des personnes de tous horizons. Et voilà. Écoute, on a eu une conférence Women in AI hier avec 3 superbes invités, donc on invitera tout le monde à regarder la conférence, bien évidemment. Aussi, une autre question, c'est peut-être toi sur comment tu vois le futur de l'IA. Enfin, alors pas forcément dans, dans l'aspect ville, mais plutôt toi, comment tu le vois et comment toi, tu vas évoluer par rapport à ça. C'est-à-dire comment tu sais que, enfin, comment les choses vont changer pour toi vis-à-vis de l'accélération de l'IA dans notre société. Comment tu vois ce futur-là, que ce soit à moyen terme ou même à très long terme? Alors, je pense qu'il y a deux choses. C'est intéressant, à un moment, on a connu un hiver de l'IA. Il y a eu une hype autour de l'IA à la fin du XXe siècle, puis ça s'est refroidi. Et avec l'arrivée de Joshua Bengio et Yann Lequin en deep learning, c'est reparti de plus belle. Déjà, je ne pense pas qu'on aura un deuxième hiver. Enfin, c'est toujours délicat, hein, mais à mon avis, on est sur une technologie qui est relativement mature et qui génère tellement de business que même si, on va dire, dans les prochaines années, on n'a pas une rupture technologique fondamentale, je pense qu'on peut encore continuer à capitaliser sur certains cas d'usage du machine learning. Ça, c'est un sujet qui est peut-être financier. D'un point de vue géopolitique, je pense qu'on va vraiment commencer à avoir des modèles d'IA et donc des fractures assez fortes entre des pays comme la Chine, des continents comme l'Union européenne ou même, par exemple, les États-Unis. C'est-à-dire qu'on va avoir des modèles d'IA qui vont être très différents selon des juridictions locales, selon des aspirations citoyennes, etc. Donc, c'est marrant de se dire qu'on va finalement avoir presque des IA qui sont différentes, qui vont être développées différemment. Et puis j'avais un troisième point en tête que j'ai oublié du coup. Géopolitique, économique. Ah, voilà. Et le troisième point qui me concerne un peu plus, je suis vraiment persuadé qu'on va être de plus en plus être confronté à des systèmes d'IA dans notre vie quotidienne et dans notre monde physique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la particularité de l'IA, c'est qu'elle était essentiellement dans le monde digital. Et on le voit parce que, sur le numérique, sur le web, hein, les géants de l'IA, c'est les géants du web, Facebook, Google, Amazon, etc. Et progressivement, l'IA est en train d'arriver dans le monde physique, entre autres par le canal de la ville et de la Smart City. C'est pour ça que c'est un sujet qui est passionnant et plein d'avenir. Et donc, on va aussi être confronté à des questions encore plus importantes, plus cruciales. C'est-à-dire qu'avant, quand votre algorithme déraillait et qu'il vous faisait une mauvaise recommandation sur Amazon, c'était à la limite pas très grave. Si on vous montre un mauvais livre, bon, ça va. Par contre, si dans le monde physique, il y a une erreur, là, c'est beaucoup plus dangereux parce que physiquement, vous pouvez être blessé. Il y a des répercussions beaucoup plus importantes, d'où aussi la nécessité d'encadrer et de se préparer, je pense, à cette, alors on ne va pas dire invasion, parce qu'il ne s'agirait pas non plus de créer de la peur autour de cette technologie, mais à se préparer à l'arrivée de l'IA dans le monde très physique, quoi. Très bien, je vais revenir un peu plus sur toi. Est-ce que quand tu t'es lancé en secteur, tu as rencontré des difficultés? Est-ce que, ou globalement, tout s'est bien passé parce que justement, c'est un secteur qui est peut-être accueillant, etc., qui en demande de personnes volontaires pour travailler sur ces secteurs-là? Comment tu as vécu cette entrée dans le monde de l'IA, professionnellement, mais même d'un point de vue étudiant? En fait, moi, vraiment, ce qui m'a énormément aidé, c'est évidemment mon tour du monde. Et quand tu commences à vraiment apprendre de l'IA par un tour du monde, tu te mets tout de suite dans le bain et tu es un peu obligé d'être débrouillard. Donc, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident de rencontrer, tu vois, des personnes. Parfois, les personnes pouvaient refuser, évidemment, surtout, tu vois, quand tu es étudiant, etc. Après, si tu veux, plus tu rencontres des gens,
plus les gens acceptent que tu les rencontres. Hein. Tu vois, il y a une forme d'effet comme ça qui se crée. Donc, une fois que j'avais fait mon tour du monde, ça a été forcément un peu plus simple de co-créer AI for Tomorrow ou de lancer Urban AI. Mais c'était vraiment le tour du monde qui était pas forcément évident, même si ça a été une superbe expérience. Très bien. Écoute, je pense que je ne vois pas d'autres questions. Moi, je commence un peu à être à court. Peut-être une dernière, c'est est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter pour donner envie peut-être aux gens de rejoindre Urban AI, comme tu as dit, tu vas chercher un stagiaire, mais peut-être plus généralement de vouloir travailler en secteur. Est-ce que tu as peut-être un dernier mot, quelque chose dont on n'aurait pas abordé et que tu souhaiterais parler maintenant? Alors, pour rejoindre Urban AI, je pense que si vous avez envie de travailler dans l'IA ou dans le domaine de la Smart City, ça peut être super sympa pour vous comme première expérience. Vous allez être au contact en plus d'une communauté, mais juste incroyable. Donc, même par la suite, voilà, c'est un truc qui peut être assez cool. Et les sujets qu'on aborde, je pense que vous l'avez vu, il y a quelque chose de très différenciant qu'on fait avec des personnes qui sont à la pointe sur ces sujets-là. Donc, même intellectuellement, c'est assez stimulant, je pense, j'espère. Et puis, plus globalement, c'est un peu, je n'ai pas trop envie de me répéter, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, quoi. N'ayez pas peur de l'IA, que vous soyez un homme ou une femme, que vous ayez des compétences en coding ou absolument pas. Si ça vous intéresse, allez-y, quoi. Et puis même si ça ne vous intéresse pas, pensez-y quand même, faites des recherches, parce qu'il y a sûrement quelque chose de très sympa à faire. Vous trouvez votre bonheur quoi qu'il arrive dans l'intelligence artificielle. Bon, c'est ça qui est génial avec l'IA, c'est que ça touche, mais tous les pans de notre réalité, hein, que ce soit les apps de rencontre, que ce soit le e-commerce, le transport, le real estate, tout est impacté par l'intelligence artificielle. Très bien. Je pense que c'est un très beau message de fin. Merci encore, Hubert. On peut te suivre sur LinkedIn, j'imagine, avec ta société, etc. Donc, Hubert Béroche. Merci encore d'être venu pour cette petite masterclass. Je pense que ça a été très inspirant et j'espère que tu reviendras. Et bien évidemment, pour toutes les personnes qui nous écoutent, tout est disponible sur l'événement Facebook de la semaine de l'IA. La vidéo sera bien évidemment rediffusée sur notre chaîne YouTube Plug and Play. Merci encore, Hubert, et je te souhaite une très bonne soirée. Merci à toi, Pierre. Très bonne soirée. Bonne soirée.